Bonjour, bon vendredi à tous, mesdames, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire ce matin en kiosque, que vous aurez donc à parcourir. Ces tabloïds d'être parfois de l'actualité. La nouvelle expression parle de sentence du TAS. La polémique enfle toujours. C'est le titre proposé par le journal. Mais pour expliquer que des spécialistes du droit des sports continuent justement de déceler des failles dans la décision qui annule l'élection de Seydou Mbombo-Dioya et son équipe. Le journal le dit d'ailleurs en page 3 ce matin. Le journal parle également de Amadou Aïdjo et Biya. Un discours prophétique. Donc en 1959, Daniel Kemajou a tenu un discours historique dont les étincelles continuent justement de jaillir à travers les rares nationalistes camerounais et qui résistent toujours. C'est à découvrir dans le dossier de la page 9 à la page 11 du journal, disponible en kiosque, qui parle aussi de gouvernance. Regard froid de Mbombo-Dioya à la suite notamment de cette décision du TAS. Donc en 2016, le roi de Bamoun imputait donc au RDPC, parti au pouvoir, la responsabilité de la situation socio-économique peu reluisante donc du Cameroun, comme le fait tous les jours donc Sa Majesté Sokudjou, voué aux gémonies par Yampen Ousmanou. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression en kiosque également ce matin. Le quotidien Le Messager pour sa part parle du CHAN 2020 avec notamment la tanière des marabouts. C'est le titre proposé par le journal pour expliquer simplement que alors que le Cameroun manque de fond de jeu et également le sélectionneur cède justement à l'influence d'un marabout qui aurait imposé la titularisation d'un joueur blessé lors du match contre le Mali. C'est le journal qui le dit en page 12 ce matin. Vous aurez l'occasion de lire. Le journal parle également des mototaxis avec les chemins escarpés de l'assainissement. Il est question que chacun soit donc identifié et donc c'est ce que le journal propose en page 8. On parle également des échanges commerciaux dans le journal. Un navire camerounais arrêté en Guinée équatoriale. L'équipage du Dona Simoa est donc enfermé depuis le 17 octobre 2020 dans les postes de gendarmerie équato-guinéenne. C'est à lire en page 6 du journal, en kiosque également ce matin. L'Œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse à l'actualité, parlant notamment des investissements. 17 milliards de francs CFA pour les centrales solaires de Maroua et Guider. C'est ce que le journal présente également ce matin, tout en parlant notamment de l'extrêmement avec les visages des nouveaux préfets et aussi dans le DRM. Tibati fait donc sa mue. C'est en page 11 de ce numéro disponible en kiosque également ce matin. À lire aussi dans la presse, disponible en kiosque, il y a le quotidien Le Jour qui parle de l'affaire CCEI-GE. Comment Obiangema a donc arraché l'épargne des Camerounais. C'est ce que le journal propose également ce matin dans un mini-dossier. Le même journal parle également des travaux publics. Pourquoi les routes coûtent si cher au Cameroun? C'est une question, mais avec notamment quelques éléments en page 7. Je vous invite à lire d'ailleurs. Et aussi Mutation qui parle de bavure. La tragédie de Zao. Le journal fait savoir que sur les traces notamment de la victime du tir d'un policier au marché Mokolo, c'est du côté de Yaoundé. C'est en page 5 du journal ce matin. Le journal parle également du CHAN. Le Covid joue contre la RDC. Et tout cela dans le numéro en page 3, en page 13. Le journal parle également de l'affaire TAS, FIFA Foot. Abdourahman crache du feu. C'est le journal qui le dit en page 15 de ce matin. Le journal Mutation et Émergence parle également des Lions indomptables à prime. L'affaire Jacques Zoua fait jazzer depuis quelques temps également. On peut le lire en page 5 du journal en kiosque aussi. Le journal s'intéresse également à autre chose. Cameroun Tribune pour sa part parle de conseils régionaux au travail. C'est donc ce que le journal propose. Et lui donc le 22 décembre 2020, les 10 présidents des conseils régionaux aujourd'hui donc vont notamment et leurs membres de leurs équipes d'ailleurs vont prendre officiellement fonction dès ce jour à travers le triangle national. C'est à découvrir dans les différentes régions du Cameroun. C'est un dossier que propose Cameroun Tribune ce matin. Cameroun Tribune qui présente les noms et les visages de toutes ces personnalités. C'est à découvrir dans le tabloïd disponible en kiosque ce vendredi. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction avec Georges Sémé qui est déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous M. Nogo. Bonjour à nos sympathiques téléspectateurs. Merci d'être là, comme tous les vendredis d'ailleurs, face à Camille Nélé. Bonjour. Bonjour Flavien Malondongo. Bonjour Georges Semin. Un bonjour spécial non seulement à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais au chef de Mankoulan. Je vais le faire aujourd'hui à la place de Georges Semin. Le chef de Mankoulan, fidèle téléspectateur également. Ils sont nombreux à travers le pays, également hors du pays, qui suivent religieusement
ce programme. Mais avec vous, nous allons nous intéresser à quelques titres proposés par les tabloïds. La nouvelle inspection qui parle de sentence du TAS, avec la polémique qui enfle toujours. On le voit bien dans plusieurs tabloïds également ce matin. Aujourd'hui, Mutation parle notamment d'Abdourahmane qui crache du feu à la suite de tout cela. Et là, on s'intéresse notamment au sport, du CHAN précisément, la tanière des marabouts pour ce qui est des Lions indomptables. Alors, la polémique qui a conduit à l'invalidation du processus qui a conduit à l'élection de M. Seydou Bombon Djoya à la tête de la FECAFOOT continue d'alimenter les chaumières dans les réseaux sociaux et c'est en pleine canne. On en parle également dans les stades, mais également parmi les spécialistes du football. Et c'est à ce titre que nos confrères de la nouvelle inspection ont récupéré ce sujet en faisant parler certains spécialistes sur l'imbroglio qui règne effectivement après la décision du TAS d'annuler, de mettre la touche l'équipe de M. Bombon Djoya. Cette décision nous ramène pratiquement 10 ans en arrière, un peu plus d'ailleurs parce que ça ramène sur le devant de la scène l'équipe qui existait, je crois, en 2019 déjà. Donc ça crée une situation juridique, des conséquences juridiques logiques. Est-ce que c'est cette équipe qui va revenir sur les affaires? Est-ce que c'est l'équipe en place qui va continuer à gérer les affaires courantes? Est-ce qu'on aura in fine la mise en place d'un comité de normalisation? Donc, les idées ici achoppent sur ces différents points de droit. Et il y a quelques jours, la FIFA a tranché sur la question en disant qu'il y aura un comité de normalisation qui sera mis en place, mais les activités de ce comité de normalisation seront étroitement suivies par la FIFA. Mais également l'équipe qui est en charge des affaires de la FECAFOOT actuellement va continuer à gérer les affaires courantes, mais la gestion de ces affaires courantes sera étroitement également suivie par la FIFA. Donc nous ne sommes pas sortis d'auberge. Nous avons vu le président du PCRN Kaba-Libi qui s'est porté candidat pour présider à un éventuel comité de normalisation, mais il a également, comme les autres spécialistes, décelé les points d'ordre juridiques qui décèlent cette décision du TAS, qui entraîne d'énormes conséquences juridiques. Et vous avez cité Abdourahmane Abo, qui est quelqu'un qui a mené le combat contre l'assainissement du football camerounais, qui, selon nos confrères de Mutation, a craché du feu, ce qui prouve qu'il y a des zones d'ombre sur la décision du TAS qui a été rendue le 15 janvier dernier. Très bien. Alors, le journal La Nouvelle Inspection parle ce matin ou alors nous permet de comprendre un peu l'attitude des spécialistes du droit des sports qui continuent de déceler des failles dans la décision du TAS. Ben oui, pendant que les présidents des clubs sont en train de cracher le feu et d'exiger le départ immédiat de Seydou Bombon Djoya, il y a les spécialistes, il y a les analystes et les spécialistes du droit qui sont en train de nous faire un cours de juridisme pour essayer de rechercher la justesse ou bien le côté tout simplement chaotique de cette décision. Mais moi, j'ai lu avec beaucoup de plaisir ce titre paru dans un journal ce matin, je ne sais plus lequel, qui parle du TAS, la FECAFOOT et la CAF qui se marchent sur les pieds. Donc on ne sait plus trop, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Georges Semé vient de le dire, ça nous ramène à plus de 10 ans en arrière. Et maintenant, je pense que le plus sage, c'est d'attendre où tout cela va nous mener. Encore que nous avons sous la dent à croquer le CHAN qui nous donne déjà des frayeurs. Mais moi, par contre, je tourne plutôt mon regard sur cette histoire de sorcellerie qui fait des gorges chaudes un peu partout et qui fait la une de 1 ou 2 journaux ce matin qui parle de la tanière des lions. La tanière des lions dans laquelle un sorcier aurait joué un rôle spécial pour faire écarter tel et faire jouer absolument tel autre au prétexte que si ce joueur-là n'entre pas, l'équipe va perdre. Je suis parfois sidéré par ce genre d'informations relayées par la presse officielle qui donne pour source un site cybernétique, Cameroun Infocom. Nous ne savons pas qui écrit à Cameroun Infocom, nous ne savons pas qui donne cette information, mais on nous allume à la une info comme celle-là. Selon notre confrère Cameroun Infocom, des sorciers seraient à la manœuvre et tout cela. Moi, je pense que c'est pour un journal sérieux, véhiculer ce genre d'informations plutôt sirupeuses ne sert pas à maintenir la sérénité, non seulement au sein de l'équipe, mais surtout au sein de la population et des supporters camerounais qui sont en train de rêver et qui sont
sont en train de suivre cette compétition avec énormément d'enthousiasme. Et d'une part. Et d'autre part, vous imaginez bien toutes les autres équipes qui sont ici, qui regardent dans nos propres journaux comment nos journaux dénoncent la sorcellerie et des sorciers qui sont là. C'est pas bon pour l'image du Cameroun, c'est pas bon pour le moral du tout. C'est pour ça que moi je dis que je ne sais même pas pourquoi certaines personnes veulent absolument démontrer que tout se passe, tout va mal dans notre pays. Maintenant, quand on met la sorcellerie dans le football, en disant que des sorciers sont en train de jouer aussi leur partition là-dedans, vraiment ça fait tout de même mal au cœur. Alors, j'allais dire Georges Sémé, après le titre de la nouvelle expression, Camille il a trouvé une passerelle très rapide, il s'est retrouvé au titre du quotidien Le Messager. On peut parler justement de cette tanière des Lions, où on a retrouvé des marabouts. Le journal fait savoir simplement que le marabout a insisté qu'il y ait qu'un joueur blessé joue contre le Mali et que ce serait une chance pour le Cameroun de pouvoir décrocher la victoire, ce qui n'a pas été le cas. Oui, j'ai parcouru cette une et son chapeau d'ailleurs. Ce sont les petits à côté très croustillants du CHAN. Qui devraient ou ne pas être relayés par la presse? Qui devraient avoir un intérêt pour la presse, mais de là à procurer à ce type d'information toute une. Bon, je ne donnerai pas de leçon au confrères du Messager, mais je pense quand même qu'on aurait pu la classer sur une... Au niveau des potins. Au niveau des potins, sur une fenêtre ou bien sur un pied de une. Mais de là, à y donner toute une, je crois quand même qu'on peut y réfléchir par 3 fois. Et l'histoire de la sorcellerie lors du CHAN n'a pas commencé avec le match contre le Mali. Nous nous souvenons de cette petite histoire autour d'une chauve-souris qui se serait retrouvée sur le rond central lors du match, le match d'antan Cameroun-Zimbabwe. Et cela a fait une fois de plus les choux gras des réseaux sociaux et de la presse. Donc ce sont les petits à côté du CHAN qui ne nous éloignent pas logiquement de l'intérêt même de l'organisation et du spectacle que nous offre l'événement. Pour revenir maintenant au contenu de l'article, je pense clairement qu'on n'est pas trop sûr même de l'information qui est rendue publique aujourd'hui au lecteur, parce qu'on a utilisé le verbe aurait. Donc on n'est pas tout à fait sûr de ce qui s'est produit. Et à mon humble avis, je pense que les critères de sélection d'un joueur ne passent pas par le maraboutage. Pour le dire, on n'a pas besoin de consulter un marabout pour aligner un joueur. Et un marabout n'a jamais été un sélectionneur. Donc je crois qu'on mériterait de focaliser notre attention sur des faits plus intéressants que ceux où on n'est même pas trop sûr, mais auquel on accorde un intérêt de une. Donc je pense quand même qu'il faut savoir faire la part des choses en matière éditoriale en prenant l'essentiel au lieu d'une information navet qui n'a absolument rien à voir avec l'intérêt qui est porté sur l'organisation de la CHAN et sur les spectacles que nous livrent ces différentes équipes. Non seulement cette information est navet comme vous le dites, mais elle est puante tout simplement. Elle est puante, moi je dis que ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas bon ni pour l'équipe, ni pour le moral de l'équipe, ni encore pour les spectateurs. C'est le choix de la rédaction. Oui, mais le choix de la rédaction. Mais c'est un choix absolument discutable et un choix tout simplement puant aussi. Parce que vous ne pouvez pas, un journal sérieux ne peut pas mettre à la première page un article recoupé dans les réseaux sociaux, des réseaux sociaux qui divulguent cette information en utilisant le conditionnel. Non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. D'accord. Alors, oui, juste pour terminer, tout en respectant le choix éditorial de nos confrères du Messager. Mais je pense quand même que ça jette un gros discrédit sur les capacités d'un entraîneur à faire ses choix sur tel ou tel joueur. Ça jette également un discrédit sur... parce qu'on a indexé des officiels camerounais qui seraient venus avec le joueur et auraient dit à l'encadrement que si les marabouts auraient dit que s'il joue, il va marquer. Et malheureusement, sur le terrain, le principal concerné n'a pas fait non, seulement 20 minutes, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué, il est sorti avec une blessure plus aggravée parce qu'il était entré avec une blessure, il est sorti avec une blessure plus aggravée et finalement, le Cameroun a fait match nul. Donc, je pense qu'il y a un intérêt éditorial, mais pas au point où on peut en faire toute une. Mais le choix des messagers est tout à fait à respecter. D'accord. Alors, on parle du CHAN 2020, c'est 2021, bien sûr. Ça paraît quelque chose... En tout cas, on parle de la tanière des marabouts avec ce titre du quotidien Le Messager ce matin. Toujours dans le même journal, on parle de ces échanges commerciaux avec un navire camerounais arrêté en Guinée équatoriale. L'équipe du Dona Simoa est donc enfermée depuis le 17 octobre dernier dans les postes de gendarmerie équato-guinéenne. Le 17 octobre, ça fait bientôt 3 mois que ce
ce bateau a été ce bateau commercial, parce qu'il y a des bateaux qui ne sont que des bateaux, mais celui-là c'est un bateau commercial, industriel et commercial, a été arraisonné sur les eaux, dit-on, de la Guinée équatoriale. Ça fait quand même 3 mois pour un bateau commercial, c'est extrêmement lourd à supporter. Et c'est en plus quelque chose d'embêtant parce qu'on note quand même un certain dynamisme dans la diplomatie entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il ne se passe pas un mois sans que au moins 2 émissaires des 2 pays aient envoyé rencontrer les chefs de l'État. Et on est tout à fait étonné que ce dossier n'ait pas encore été évoqué. On ne sait pas, on ne peut pas rentrer dans les secrets de la diplomatie. Il y a une semaine, je crois que c'est le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui est personnellement lui-même allé restituer un pli fermé du président de la République camerounais au président de la République d'Équateur-Guinée. Est-ce que cet aspect des choses a été évoqué? Parce que ça empoisonne effectivement les relations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, qui se sont même bien évidemment dégradées déjà depuis que la Guinée équatoriale avait maille à partir avec les comportements de certains Camerounais et a cru devoir construire tout un mur pour empêcher le flux de biens et de personnes d'atteindre le territoire équateur-guinéen. Donc ces relations ont failli se dégrader jusqu'au conflit armé. Heureusement qu'il y a eu cette diplomatie qui a fait qu'on a évité les pays. Mais on a vu le ministre de la Défense et le ministre de l'administration territoriale qui sont allés. Il y a eu plusieurs balais des ministres à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, mais on peut également se pencher sur un problème commercial qui peut devenir une affaire d'État. Parce qu'on engage ici la sécurité des citoyens, on engage le droit de la mer, donc on engage les relations diplomatiques qu'il y a entre les 2 pays et ça peut, pourquoi pas, porter sur un conflit armé, d'autant plus qu'on dit que dans l'article que j'ai parcouru dans le Messager, les militaires, ceux qui ont arraisonné l'embarquement camerounais, ont pillé systématiquement toute la cargaison commerciale qu'il y avait. Donc c'est extrêmement grave et on mériterait de se pencher sur la question afin que ça ne dégénère pas, mais surtout afin que ce bateau qui est commercial, qui appartient à des individus, qui mènent une activité économique, soit non seulement dédommagé, mais s'ils sont coupables, qu'on suive les voies de droit afin que la justice soit rendue. Donc on gagnerait à se pencher sur ce dossier de façon très efficace. Alors, Camille, il y a quand même 3 mois, on n'a pas trop entendu parler, sauf si c'est des secrets, comme Georges Semé l'évoque, ça peut rester des secrets d'État. Est-ce qu'on a quand même entendu, parce que ce sont des Camerounais qui sont aujourd'hui gardés du côté de la Guinée équatoriale, et dans des conditions exécrables, telles que dévoile d'ailleurs le journal ce matin. C'est pour cela que je dis que c'est une affaire bien nébuleuse. Une affaire bien nébuleuse qui met un Camerounais, un opérateur économique camerounais sur la sellette, et son bateau arraisonné et détenu en Guinée équatoriale. On ne peut pas dire, il est difficile de dire croire que le gouvernement camerounais ou les responsables respectifs, soit de la défense, soit de l'administration territoriale ou des relations extérieures. Est-ce que ça prendrait plus de temps si ça avait été l'inverse? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas faire de la spéculation. Mais je pense que cette affaire-là ne peut pas être méprisée ou ne peut pas être mise de côté par les autorités camerounaises qui savent très bien qu'il s'agit non seulement d'un problème entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, mais surtout un problème d'intérêt commun. Donc moi je pense que là où on est aujourd'hui, Georges Sémédi vient de le souligner d'ailleurs, il y a en permanence des relations entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. On a vu justement le secrétaire général de la présidence République aller donner un pli, remettre un pli fermé en main propre au président Obiang Nguema Bazogo. Bon, maintenant, que contenait ce pli, rien ne... On peut aussi penser que le président de la République a la capacité, les moyens de dire au président Obiang Nguema d'avoir un regard particulier sur cette affaire qui empoisonnerait les relations entre le Cameroun et la Guinée. Mais une chose est certaine, 3 mois ça commence à durer. 3 mois ça commence à faire un peu trop pour une histoire qui n'est pas si compliquée que cela. Mais vous savez, on est maintenant au niveau, c'est une affaire qui est devenue à la limite du diplomatique, judiciaire peut-être, mais qui ne peut être réglée que sur le plan diplomatique. Et je pense que la diplomatie camerounaise est à pied d'œuvre et d'où devrait être à pied d'œuvre pour essayer de résoudre ce cas de figure. D'accord, alors donc le journal Le Fait nous présente la situation ce matin en page 6, parlant de ce navire camerounais arrêté en Guinée équatoriale avec l'équipage du Dona
Simoa, qui est donc enfermé depuis le 17 octobre 2020 dans les postes de gendarmerie équato-guinéenne. Donc les lecteurs vont découvrir ce que le journal propose. Et également, on s'intéresse aussi à autre chose, des sujets concernant notamment l'installation de nouveaux responsables au niveau des régions. Ils ont été élus, souvenez-vous, c'était le 22 décembre dernier. Et on voit bien à travers la presse ce matin, notamment Cameroun Tribune qui présente à la grande une au travail ces derniers, et notamment les du Sahel qui revient également sur le plan départemental avec quelques bisbis que l'on observe aussi. Oui, c'est bisbis au niveau du Bayo-Tchanaga où l'UNDP, à l'issue des dernières élections régionales, a glané 12 sièges. 12 sièges. D'ailleurs, il faut rappeler ici que l'UNDP est le seul parti qui a pu non seulement gagner une région, à savoir l'Adamawa, et avoir des conseillers dans la région de l'extrême nord et dans la région du nord. Donc c'est un exploit pour ce parti. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit que pour la première fois, plutôt que ce soit les partis d'opposition, c'est le RDPC qui a saisi maintenant le tribunal administratif en estimant que il faudrait invalider cette élection. Effectivement, elle a été annulée. Elle a été annulée au prétexte que l'un des candidats de la liste de l'UNDP était un mort. Bon, mais selon les explications du délégué départemental du UNDP, régional même de l'UNDP, il a dit que l'un des candidats de cette liste était mort entre-temps, avant l'élection, et que l'UNDP a pris la décision de remplacer ce candidat défunt par son propre fils, composé l'UNDP a constitué un dossier en règle déposé à Elecam, mais Elecam dit que ce dossier n'est pas arrivé à temps. Bon, moi je pense que c'est une affaire qui va se régler au niveau du tribunal, mais cette affaire de l'invalidation de ces élections dans le Bayo-Tchanaga est en train de provoquer des vagues que seul le tribunal ou bien peut-être la Cour suprême va régler. Mais toujours est-il que les conseils vont être installés aujourd'hui, sont en train d'être installés aujourd'hui dans toutes les régions, mais au niveau de la région de l'extrême nord, ça pose tout un problème. Alors donc le conseil régional démarre timidement ses activités, c'est ce que le journal dit. Ce matin, plusieurs difficultés donc empêchent la structure de se mettre au travail. Et à partir de ça, et on voit alors que les présidents sont installés, je veux dire tous les bureaux sont installés dès ce jour à travers le triangle national. Oui, la première difficulté est d'abord juridique avec le cas que le doyen vient d'évoquer à l'extrême nord, où il y a un contentieux post-électoral qui a été saisi par le RDPC. C'est une voie de droit post-électoral tout à fait légale, mais ça amuse un tout petit peu. Et on est amené à se poser la question de savoir si vraiment le RDPC avait tant besoin de ça, parce qu'ils sortent quand même de cette élection avec un score incroyable, un score écrasant. Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller disputer ce petit siège qu'il a maintenant? Je crois que c'est de leur droit, mais on aurait pu quand même se passer de ça. Et l'autre deuxième difficulté, c'est les sièges. Ils vont être installés aujourd'hui, les délégués départementaux et les deux collèges, les délégués départementaux et les chefs traditionnels, ils seront installés. Mais est-ce que la plupart ont déjà des sièges où ils vont tabler sur la plupart des dossiers afférents à leur activité? À Douala, j'ai cru savoir qu'il y en a déjà, mais est-ce qu'ailleurs, les collèges ont déjà leur siège? Donc voilà une autre difficulté structurelle. La troisième difficulté, c'est avec cette installation, c'est l'entrée en scène effective des prérogatives, la mise en œuvre des prérogatives de ces délégués départementaux, alors de ces collèges. Est-ce que, sur le plan juridique, on ne va une fois de plus pas assister à un conflit de compétences avec certaines instances administratives qui existent déjà dans la région? Donc, c'est tout à fait intéressant de les installer. Ça parachève le processus de décentralisation, mais le plus intéressant maintenant, c'est ce que je viens de citer, le risque de conflit de compétences, les sièges des conseils régionaux, mais également ce conflit post-électoral latent, comme à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême nord. Mais il y a un conflit post-électoral à l'extrême nord, je sais bien. Mais ici, dans le littoral aujourd'hui, vous voyez qu'il y a aussi un problème qui se pose, et je ne sais pas comment il va être réglé. Vous vous souvenez très bien que le roi Dindika III, candidat sur la liste des chefs traditionnels, est mort 4 jours après avoir voté. Maintenant, que va-t-on faire de son siège? Va-t-on remplacer quelqu'un d'autre? Va-t-on reprendre l'élection? Parce qu'il y a aussi ce problème qui se pose et les gens n'en parlent pas suffisamment. Ça fait partie du contentieux. Ça fait partie de ces... Est-ce qu'il y aura un contentieux ou bien va-t-il y avoir une sorte de solution médiane que l'on va trouver pour faire face à cette situation? Parce que le conseil régional de Douala ne peut pas démarrer avec un siège en moins. Donc, moi, je pense que les choses commencent peut-être timidement, comme le dit, je crois, l'œil du Sahel. Mais il y a encore des réglages à faire.
Alors, voilà donc ce qu'on peut lire dans le journal Cameroun Tribune qui parle au travail, parlant de ces conseils régionaux qui sont donc, je veux dire, les équipes qui sont installées ce jour à travers le triangle national, et également les du Salé qui revient aussi sur le démarrage timide des activités de ce conseil au niveau départemental dans l'extrême nord. On a évoqué le sujet. Alors, le messager parle également des mototaxis, les chemins escarpés de l'assainissement. On a tellement entendu parler de cet assainissement à Douala notamment et dans d'autres régions aussi, mais seulement Douala reste quand même un problème. Douala reste... Puisque c'était d'abord par arrondissement, il fallait identifier tous ceux qui mènent cette activité. Ça n'a pas marché ou alors ça a connu son temps et c'est revenu encore dans ce désordre que l'on a pu observer jusqu'ici. Alors il faut repartir à zéro. Alors tout à fait. Chaque autorité régalienne de la région du littoral a essayé chacun en son temps d'assainir le secteur des mototaxis. On a vu plusieurs préfets du département du Vouri qui ont proposé des solutions très intéressantes, mais qui n'ont jamais marché. Les délégués du gouvernement à l'époque l'ont fait également. Ils se sont, comme les préfets précédents, cassés les dents. Cette fois-ci, c'est la mairie de la ville qui vient avec une autre idée qui tend à professionnaliser le secteur, l'assainir et le professionnaliser. Ça coûte un peu plus de 2 milliards de francs CFA, qui sera financé par la mairie de la ville elle-même, par plusieurs ministères, dont le ministère des Transports, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, mais également des opérateurs privés et des partenaires bilatéraux de la mairie de Douala. Donc ça consiste à professionnaliser véritablement ce secteur qui compte à peu près 100 000 mototaxis, mais qui évoluent dans un environnement extrêmement disparate et insécure. Il est donc question d'aménager des zones d'embarquement, débarquement, dans un premier temps dans les 5 arrondissements continentaux que compte Douala, parce que Manoka est une zone insulaire, des zones qui seront identifiées, où tout le monde ira prendre sa moto et où tout le monde descendra. Mais également, oui, je vous vois sourire, parce que c'est extrêmement difficile. Mais il y a également des chasubles. On parle toujours de Douala. Effectivement, on parle de Douala. Il y aura effectivement parmi les solutions qui ont été envisagées, des chasubles colorés. Douala premier a, je crois, le bleu, etc., etc. Chaque arrondissement aura sa couleur et chaque benskinner sera identifié par arrondissement par rapport à la couleur de son chasuble. Donc, il ne pourra pas aller d'un arrondissement à un autre, etc. Donc, il y a tellement de formules qui sont proposées par ce nouveau plan d'action. Il ne pourra pas aller d'un arrondissement à un autre. C'est-à-dire que il pourra aller d'un arrondissement à un autre, mais il sera identifiable dans un arrondissement. D'accord, voilà. C'est ce que je voulais comprendre. Voilà, les formules aujourd'hui sont présentées. Pour la 5e ou pas de 2. Non, il pourra être mobile, il pourra aller dans les autres arrondissements. Donc, ces formules sont donc présentées aujourd'hui par la mairie de Douala avec toute sa bonne foi, mais nous savons que c'est un secteur extrêmement difficile à ordonner. On leur souhaite toute la chance du monde et on espère que les usagers de ces motos auront le plaisir désormais d'emprunter ce type de transport, parce que c'est le moyen le plus facile aujourd'hui d'aller à des distances improbables, mais également d'aller très rapidement. Ça, c'est inévitable de toute façon. Mais c'est le moyen aussi le plus dangereux. Alors, Camille, le plus dangereux également. Vous avez également souri lorsque Georges Semé commençait à dérouler son speech, je veux dire, ses explications face à ce projet. Vous vous avez dit, est-ce qu'on va commencer par nettoyer les mentalités de ceux-là qui sont sur des motos? Parce qu'on peut professionnaliser le secteur, mais maintenant, il y a un problème de mentalité aussi. Il faudra d'abord commencer par les identifier. Et les identifier ne sera pas facile. Georges Semé parlait de 100 000 mototaxis. Il y en a près de 300 000 aujourd'hui. Il y en a plus de 250. J'ai été modeste. Très modeste. Et l'autre chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que parmi ces conducteurs de mototaxis, il y a certes des Camerounais, mais il y a des Tchadiens, il y a aussi des Centrafricains. Tout à fait. Bon, et il y a même des gens qui viennent même de beaucoup plus loin. Et seulement, l'une des choses qui donne la chair de foule, c'est qu'il y a une bonne quantité qui n'a même pas de domicile fixe. Essayez de passer par Paris-Dancing, la nuit. Vous allez voir des motos qui sont garées en bordure de route à 1h, 2h du matin et des gens qui dorment dessus. Essayez de passer par Newbel, du côté du marché des femmes. Vous allez trouver plus de 150 motos garées devant le même lieu, mais avec des jeunes hommes qui dorment dessus. Ça veut dire que leur moto est en même temps leur instrument de travail et leur lit. Et ces personnes-là, vous allez les retrouver comment? Vous allez les identifier comment? Donc le problème de les identifier en fonction des arrondissements, oui, ça a été pensé à un moment donné.
le voit encore à ce jour. C'est que à un moment donné, mais selon les quartiers. C'est tellement difficile. C'est-à-dire que je souhaite énormément de courage au maire Mbassadine, mais je vous assure que ça va être un véritable travail d'Hercule. Parce que non seulement identifier toutes ces personnes, mais non les mettre pas, mais non les obliger à être identifiables et à être à respecter la loi, payer les impôts et tout cela, je vous assure que ça ne va pas être facile du tout. Donc, c'est une bonne option, c'est un bon choix. Il était nécessaire, il est nécessaire, et depuis très très longtemps, que l'on pense à assainir ce milieu qui brille justement par son indiscipline, mais il y a l'autre chose, et celle-là c'est la plus importante, c'est que ce secteur est une véritable bombe. C'est une bombe qui peut éclater un jour entre les mains de la ville de Douala. Une bombe sociale, parce que ce secteur d'activité, en réalité, qui a commencé ici à Douala en 1990 comme une sorte de palliatif à la carence du taximan qui avait décidé de respecter les villes mortes, maintenant est devenu un exutoire pour la jeunesse sans emploi, la jeunesse sans origine, la jeunesse qui trouve bien le moyen de vivre. Et il faut dire que cette activité fait vivre des centaines de milliers de jeunes Camerounais et d'étrangers. Mais seulement, comment faire pour le réguler? Comment faire maintenant pour le rendre encore plus sécure? Parce qu'on sait aussi que beaucoup de malfrats opèrent à l'intérieur de cette activité, c'est-à-dire ils ont une moto et c'est sur cette moto qu'ils agressent les gens et qu'ils tuent même des gens. Non, ça va être un travail extrêmement difficile pour mais nous devons croire qu'entouré par des conseillers suffisamment aguerris, il pourra trouver une solution. Mais trouver la solution... Il faut davantage des psychologues également. Il faut le rappeler à M. le maire qu'il faut s'entourer des psychologues pour accompagner le projet et, parce qu'il faut commencer par là. Il y a un important volet formation aussi. Voilà, merci à vous, Georges Sémé. Merci également à Camille Nélé et également à nos chers téléspectateurs qui sont restés davantage nombreux à suivre ce programme. Et vous aurez également la possibilité d'aller lire la presse et au parfum de l'actualité. Nous sommes à l'entame du week-end. Je vous souhaite de passer un très bon week-end justement. À vous. L'opération Vendredi Soir se poursuit? Vous savez, il y a le confinement. D'accord. Donc tout est confiné. Alors, bon week-end à tous et à lundi. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, le talk show qui traite des sujets qui font l'actualité au Cameroun et dans le monde. Pourquoi continuons-nous à ne pas honorer nos ancêtres? L'histoire du jour. Elle est âgée de 20 ans. La relation a commencé au mois de décembre de l'année dernière. Et aujourd'hui, la jeune femme est enceinte d'1 mois et quelques semaines. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'épargne et des placements de fonds dans ce pays. La revue des réseaux sociaux. Lycée technique de Ambé, les élèves qui courent dans tous les sens. Grande famille, comme toujours, Charles Amel, Bombok, Karine Sontia, Dominique Audrey Oyengelek. Ensemble unis pour la même mission, vous le savez, nous allons encore vous servir. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. Au commencement était Equinox Soir. C'est l'actualité analysée, commentée, décrétée par les spécialistes, des hommes politiques. Equinox Soir, c'est le reflet de la société camerounaise en 120 minutes. Equinox Soir, c'est des invités, une thématique. Retrouvez Sèche Allons autour tous les soirs de lundi à vendredi, 19h-21h sur Equinox Télévision. Bonsoir. Si l'amour était de la folie, alors je ferais des folies. Si l'amour était comme une prière, je prierais Dieu toute ma vie.